bonsoir et bienvenue à Chemin Critique. On n'échange pas l'équipe qui gagne, dit l'adage, et nous allons respecter cette maxime de la vie parce que la dernière fois, nous étions avec vous et nous avons fait une émission, nous avons entamé de comprendre les réformes dans le domaine des finances publiques. Vous êtes très nombreux qui avez suivi cette première émission et vous nous avez écrit. Ici, je voudrais saluer les étudiants de l'Université de Kinshasa, les gens de l'IPC, ceux de Kolwezi, de Lubumbashi. Je voudrais saluer aussi les agents des régies financières, certains cadres dans les ministères, mais aussi surtout certaines ambassades de la place qui suivent Géopolis régulièrement. Vous avez réagi à l'émission sur notre page Facebook, vous avez dit qu'effectivement notre invité avait de la matière, mais qu'il n'avait pas tout dit, qu'il était important d'en faire un package. C'est comme ça qu'en obéissant à votre demande, vous les téléspectateurs, j'ai eu le plaisir, j'ai le bonheur de recevoir sur ce plateau M. Godefroid Misenga, que je salue, bonsoir. Bonsoir M. Willy Karengai. Voilà, merci donc d'avoir accepté de revenir sur ce plateau parce que la fois passée, nous avons parlé avec vous des efforts entrepris par l'État congolais pour réformer les finances publiques. C'est une stratégie de longue haleine et vous nous avez déjà dit beaucoup de choses. Simplement, vous êtes passé un tout petit peu vite sur certains faits qui doivent être marqués par l'opinion publique. Merci donc d'être là. Je voudrais, pour ceux qui n'ont pas suivi la première émission, vous dire que M. Godefroid Misenga, il est le secrétaire exécutif du comité de pilotage de la réforme des finances, donc le COREF. C'est une structure qui a été mise en place pour pouvoir permettre à ce que nos finances publiques se modernisent et deviennent un instrument pour l'émergence de notre pays. Nous sommes en train d'y aller progressivement. Le chemin parcouru est long. Certes, nous n'avons pas encore abouti. Nous sommes donc en mi-parcours. C'est comme ça que je vais directement aller avec lui pour qu'on gagne beaucoup de temps aujourd'hui et qu'il ait beaucoup plus de temps pour expliquer. Je rappelle que la stratégie mise en place pour la réforme date de 2010, mais qu'elle a été remise à jour et réactualisée en 2020, ce qui a permis à ce qu'un certain nombre de choses puissent être faites. Alors, moi, je voudrais demander, par rapport à cette mise à jour, quelles sont les véritables réalisations qui ont été menées par votre politique, celle du gouvernement, en matière des réformes. Nous allons essayer d'y aller progressivement n'oubliez pas un secteur, donner tous les secteurs par rapport aux axes principaux. Qu'est-ce qui a été réellement fait depuis que 2010 nous avons commencé, 2020 nous avons remis les choses dans le rail parce qu'il y avait quand même un tarissement, et puis aujourd'hui 2024 nous pouvons donc regarder de manière rétrospective les réformes. Alors vous avez la parole pour nous dire quelles sont les principales réalisations que vous retenez. Monsieur Kalengai, c'est toujours un plaisir d'être sur votre plateau et surtout pour votre intérêt de partager tous les efforts du gouvernement en matière de finances publiques. Souvent j'ai l'habitude de reprendre cette phrase de Nelson Mandela qui disait que mettre en œuvre une action qui ne découle pas d'une vision, c'est une perte de temps. Et une vision qui n'est pas accompagnée d'action, c'est un rêve. La fois passée, je vous ai dit qu'à la faveur de la reprise de la coopération structurelle, beaucoup d'études diagnostiques ont été menées. Et le gouvernement, pour ne pas mettre en œuvre une action qui ne découle pas d'une vision, en réponse aux faiblesses relevées dans ces études, le gouvernement a adopté une stratégie dont la première version est intervenue en 2010. Et on a fait du chemin avec la stratégie. En 2020, il fallait faire la mise à jour. Et la stratégie de 2020 a été bâtie autour de 8 axes principaux. Le premier, c'est la réforme budgétaire. Le deuxième axe, c'est le renforcement de notre système fiscal. Le troisième axe, c'est rationaliser la gestion de la dépense publique. Quatrième, c'est renforcer le système de comptabilité publique
et gestion des trésoreries. Cinquième, c'est renforcer les systèmes de contrôle des finances publiques. Sixième, améliorer la gouvernance des finances publiques en province. Septième, promouvoir la transparence et la redevabilité dans la gestion des finances publiques. Et enfin, les socles, c'est digitaliser les processus de gestion des finances publiques. Très bien. Nous allons y aller mollo bolo parce que vous allez expliquer un tout petit peu ce qui a été fait. Alors, prenons le premier axe, notamment la réforme budgétaire. Qu'est-ce qui a vraiment concrètement été fait? Donc, vous me dites, c'était comme ça avant. Voilà ce qui a été fait. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? La loi qui organise la gestion des finances publiques prône, comme je l'ai dit la fois passée, la gestion axée sur la performance, au travers, bien sûr, du budget programme. Mais c'est une gestion budgétaire très complexe et très compliquée. On ne peut pas aller vers cette nouvelle gestion budgétaire ou ces nouveaux modes de gestion budgétaire si on n'a pas renforcé les fondamentaux. C'est qu'on appelle le renforcement du système budgétaire classique. Le faiblesse le plus important d'abord qu'il fallait faire, c'est d'abord améliorer le cadrage macroéconomique parce qu'il y avait des erreurs dans les prévisions. Il fallait renforcer les modèles du cadrage. Nous avons bénéficié de l'accompagnement du Fonds monétaire international pour que ces modèles soient bien affinés, les modèles du cadrage, dans lesquels modèles il manquait par exemple les modules des mines et hydrocarbures. Nous sommes un pays minier, mais on ne pouvait pas voir une idée quasi claire de prévision des recettes minières et des hydrocarbures. Ces modèles étaient renforcés à travers ça. Et aujourd'hui, on a quand même un modèle qui permet de nous donner de bonnes prévisions en matière de recettes. Mais en même temps, on a introduit, après que le cadrage nous ait donné le niveau de revenus ou de ressources, il fallait instituer la programmation budgétaire à travers la mise en place d'un cadre budgétaire à moyen terme. Sur les 3 ans, nous devons avoir l'évolution des principaux agrégats des finances publiques. Au total, il y en a 4. Il faut que nous ayons à moyen terme la manière dont les recettes évoluent, on doit savoir à moyen terme le niveau de recettes, c'est le premier agrégat. Le deuxième agrégat, on doit connaître l'évolution des dépenses publiques par nature, bien sûr, mais en même temps, on doit être préoccupé par l'évolution du solde budgétaire de l'État. Et enfin, on doit être aussi préoccupé par le quatrième agrégat de finances publiques, l'endettement, le niveau de la dette. Donc, ça, ces 4 agrégats sont présentés dans le cadre budgétaire à moyen terme. Et le troisième document de la programmation budgétaire qu'on a institué, c'est le cadre de dépenses à moyen terme, dans lequel cadre on permet une allocation intersectorielle des enveloppes budgétaires qu'on envoie au sectoriel. Et enfin, une fois que les sectoriels auront reçu ces enveloppes sur 3 ans, en interne, ils vont élaborer un cadre de dépenses sectorielles. On vous demanderait, par exemple, de trouver les liens entre les agrégats macroéconomiques et la réforme budgétaire. Vous direz quoi? Et vous le savez, comme la préparation du budget, lorsqu'on prépare le budget de l'année, le budget de l'année est sous-tendu par les cadrages macroéconomiques, dont les principaux indicateurs sont les taux d'inflation, les taux de change, la pression fiscale et les taux de croissance économique. Ce sont ces éléments-là qui permettent que nous ayons des enveloppes et après on va préparer le budget. Lorsque le cadrage est mal fait, cela se répercute sur les données budgétaires qu'on aura. Donc, les gens devraient comprendre que le budget qui est préparé chaque année découle d'une programmation pluriannuelle à partir du cadrage macroéconomique, de la programmation du cadre budgétaire à moyen terme et aussi du cadre de dépenses à moyen terme. Et que le budget annuel n'est qu'une tranche de la programmation pluriannuelle sur 3 ans. Alors, parmi les indicateurs que vous venez de citer, j'aimerais que vous commentiez un tout petit peu sur le taux de croissance, parce que ça fait quand même une dizaine d'années que le Congo, notre pays, connaît un taux de croissance positif. Mais on en parle tellement que c'est devenu presque comme un slogan. Ça ne veut absolument rien dire. Hein? Ça ne veut rien dire parce que taux de croissance positif, oui, mais les changements au niveau microéconomique, on ne les ressent pas. Mais ma question n'est pas là. Ma question, c'est
Qu'est-ce qui, à votre avis, est à l'origine, les facteurs principaux de ce taux de croissance positif? C'est quoi? Quel est le facteur clé? Alors, quand on parle du taux de croissance, c'est en fait les taux de croissance du produit intérieur brut. D'une année à une autre, on essaie d'évaluer quelle est la valeur des richesses produites dans une économie à l'année 2023, quelle est la richesse, le volume de richesses produites en 2024, et lorsqu'on fait la richesse 2024 moins 2023 sur 2023, on a le taux de croissance. Mais je vous ai dit la fois passée que la richesse d'une nation, la production des richesses d'une nation relève du secteur privé. Et l'État doit mettre en place de mécanismes pour, au fait, encourager les secteurs privés à produire la richesse. Et ça se fait au travers de la politique budgétaire. L'État peut apporter un soutien conjoncturel, tout comme un soutien structurel, à travers une politique budgétaire. Lorsque l'économie est dans une mauvaise posture, lorsque la conjoncture est mauvaise, c'est au moment où l'État doit intervenir au moyen de deux instruments politiques budgétaires, c'est-à-dire il augmente ses dépenses publiques qui constituent une composante majeure de la demande globale. Tout comme il peut encourager la consommation privée. Et aussi, il peut encourager l'autofinancement des entreprises. Une fois que les trois composantes de la demande augmentent, l'offre qui suit la ligne de la demande peut aussi augmenter et nous avons la croissance. Donc il faut créer, l'État a pour mission de créer les conditions de la croissance au travers de sa politique budgétaire comme soutien conjoncturel à court terme, mais aussi à long terme au moyen de fondamentaux sur la structure. Est-ce qu'on peut dire que la réforme budgétaire, ce que vous venez de définir ici comme premier axe, a réussi? Est-ce qu'on est parvenu à maîtriser cette réforme, au moins par rapport à cet axe-là? Alors, la réforme budgétaire veut dire, comme je l'ai dit la fois passée, passer d'un système de gestion budgétaire axé sur le moyen vers une gestion budgétaire axée sur les résultats. Ouais. Mais on doit d'abord améliorer l'existant. C'est ce que j'ai développé tout à l'heure. Et ça, est-ce que l'existant a réussi? Aujourd'hui, par exemple, je viens de vous parler. On veut planifier sur les dépenses minières et hydrocarbures. Exactement. C'est faisable aujourd'hui. Et nous sommes en train de toujours affiner les modèles du cadrage pour que désormais, dans les prévisions, nous ayons les bonnes prévisions en matière de recettes minières. Et d'ailleurs, je vous informe que son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, a signé un courrier où nous devons identifier les gros projets miniers, leur volume d'exportation, leur volume de production. Au total, il y en a plus ou moins 10, mais on a réussi à recenser au moins 3 projets miniers. Une fois qu'on aura intégré ces 10 projets miniers dans les modèles, on aura la certitude d'avoir de bonnes prévisions des recettes minières. Et ça, c'est fait. Ok, alors le deuxième axe de votre... Alors, je voulais aussi quand même ajouter, je vous ai parlé de fondamentaux. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons dans le cadre de la réforme budgétaire pour que, parallèlement, nous consolidons les fondamentaux, mais aussi, on commence les préalables. Aujourd'hui, le premier préalable, on ne peut pas aller vers le budget programme si on n'a pas défini on n'a pas défini les programmes budgétaires des ministères. Aujourd'hui, tous les ministères et institutions sont dotés de programmes budgétaires. Et on a élaboré avec les concours du Fonds monétaire international ce qu'on appelle la maquette budgétaire. Ça a été fait. Deuxième chose, on ne peut pas aller vers le budget programme si on n'a pas maîtrisé la démarche de la performance. Étant donné que le budget est accompagné d'un document d'indicateur qu'on appelle projet annuel de performance, on a accompagné le ministère à élaborer ces projets annuels de performance, mais aussi le rapport annuel de performance en dotant ces ministères-là d'un guide d'élaboration de ces projets annuels de performance et du rapport annuel de performance. Mais aussi, dans le cadre du budget programme, les compétences changent. On doit savoir quelle est la chaîne managériale dans le cadre d'une gestion budgétaire axée sur le résultat. Le gouvernement a adopté un décret portant gouvernance budgétaire qui montre qui fait quoi dans la gestion axée sur les résultats. Qui est responsable et à quel niveau? Alors, toujours le même axe, vous avez parlé aussi du système fiscal.
La fois passée, quand vous en avez parlé, j'ai eu une réaction quand même qui m'a assez étonné, mais je vous la donne quand même d'un téléspectateur qui disait, mais M. Musinga parle de la pression fiscale la plus basse et qu'il espère même que l'on puisse arriver à une pression fiscale de 20% par exemple. Est-ce que ça ne va pas tuer l'économie? Et ça ne va pas tuer les opérateurs économiques qui sont aujourd'hui assujettis à cette pression fiscale? C'est juste un commentaire que j'ai lu, mais je vous le fais parvenir. Lui, il propose qu'au lieu d'augmenter la pression fiscale, il faut par contre élargir l'assiette fiscale. Commentaire. La pression fiscale, c'est un ratio entre recettes publiques sur le PIB. Et je suis d'accord avec lui. Je ne parle pas d'augmenter les taux d'imposition. Ah, c'est d'élargir l'assiette fiscale. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un problème de la maîtrise de la population fiscale. Une population de plus ou moins 80 millions d'habitants. Quand vous posez la question à la DGI, quel est le fichier de contribuables? Nous sommes en dessous d'un million de contribuables. On parle de 200 000. Quelque part, on n'a pas encore un fichier intègre et exhaustif. Et les efforts sont en train d'être menés pour accompagner la DGI à élaborer un fichier exhaustif qui aurait recensé tous les contribuables pour que l'assiette fiscale augmente. Très bien. Alors, oui. Nous parlons, parce qu'on a tellement de choses à dire aujourd'hui, je voudrais que nous puissions au moins épuiser toute la matière. Alors, un autre axe que vous avez cité ici, c'était l'amélioration de la gestion de la dépense. Concrètement, qu'est-ce qui a été fait? Alors, avant de parler de ce troisième axe, je vais vous dire aujourd'hui par rapport à l'axe 2 sur la fiscalité. Vous savez que en dehors des impôts qui sont collectés par la DGI, en dehors des droits des douanes et d'accise qui sont collectés par la DGDA et les recettes fiscales par la DGRAD, nous avons une panoplie de la parafiscalité qui sont collectées par des entités, comptes spéciaux, budget annexe. Et ça gêne aucunement des affaires. Le travail qu'on a fait, c'est d'abord faire l'inventaire de tous les budgets annexes, de tous les organismes auxiliaires qui perçoivent la parafiscalité. Et une fois qu'on a recensé, nous sommes dans l'exercice de rationaliser ces perceptions. Et quand on dit rationaliser, c'est-à-dire voir dans quelle mesure il y a certaines de ces perceptions qu'on peut fusionner ou éliminer afin de ne pas compromettre les climats d'affaires. Ça, nous sommes en train de le faire. Pour la DGRAD, nous avons également rationalisé toutes les perceptions qui sont assurées par la DGRAD. Nous sommes passés, pas le gouvernement, je dis bien, les gouvernements fournissent des efforts de passer de plus ou moins 1000 actes générateurs dans l'ancienne nomenclature de 2013-2012. Aujourd'hui, de 1000 perceptions dans la DGRAD, on a 246 perceptions. Donc on a éliminé plus ou moins 700 perceptions. 754. Et nous sommes en train de poursuivre l'expérience. On doit encore diminuer les perceptions de la DGRAD. Tout ça, c'est dans l'objectif de rationaliser les perceptions, les recettes publiques. Okay. Mais aussi, on venait de doter les 3 régies. Le gouvernement a validé, a adopté un décret modifiant les cadres et structures organiques des 3 régies, DGI, DGDA et DGRAD. C'est pour permettre à ces 3 régies d'être efficaces pour collecter l'impôt. Voilà, par rapport à cela, il y a quelques années, il y avait une grande réflexion qui a été menée dans le pays et qui voulait que nous puissions, pourquoi pas, réunir toutes les 3 régies en une seule régie. Donc que l'acte, les 3 ne soient pas dispersés, ça a des charges de personnel, ça a des charges de fonctionnement, et puis pourquoi ne pas... Et j'ai suivi cette réflexion a été menée, je crois, dans 2-3 ateliers, et puis bof, ça s'est arrêté. Au niveau de la réforme, ceci n'est pas envisageable. Très bien. Et je suis mieux placé pour faire un commentaire à ce sujet. J'ai été, même personnellement, je suis allé voir l'expérience de l'île Maurice. Une équipe a été dépêchée en Tanzanie, dans le pays où ils ont ce qu'on appelle l'autorité des revenus, où on a fusionné les 3. Et c'est une réflexion qui est en cours, et d'ailleurs, un forum national sur
le système fiscal organisé en 2017, c'était l'un des points qui était... parce que l'opérateur économique, il s'est dit, à midi, à 10 heures, je dois aller à DGI, m'acquitter de mes devoirs, de mes obligations. On m'appelle à DGDA. Mais si tout le monde était ensemble, ça va faciliter les choses. On est en train de réfléchir, est-ce que l'expérience de ces pays serait la même chez nous? Et souvent, les gens ont peur de fusionner. Ils croient que ils vont perdre leur autorité. Or que dans la fusion, surtout, ce qui est fusionné, c'est quoi? Ce sont les services support. Ressources humaines, informatique, mais le métier de chaque régie va rester. Bien sûr, parce que... Donc, le métier va rester, ce sont les supports qu'on fusionne. Mais la porte n'est pas fermée, et c'est une discussion d'ailleurs qui est en cours, sur voir comment on peut fusionner les trois régies. Ça serait une bête, c'est juste une réflexion, ce n'est pas encore dans la stratégie. Le ministre des Finances, c'est pas encore une volonté exprimée. Non, c'est d'ailleurs parmi les recommandations du forum de 2017. D'accord. Et on a inséré ça dans le plan d'action. Mais avant de passer à la fusion, il y a déjà une étape où son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, il a l'ambition de mettre dans toutes les provinces un seul bâtiment qui réunirait tous les trois régies. Alors c'est déjà bien ça. Déjà bien, un seul bâtiment. Au lieu d'avoir chaque régie, les directions provinciales des régies, au lieu que chacune soit chez elle, on veut construire des bâtiments comme on le fait par exemple pour le centre financier qui est là. On veut rééditer la même expérience dans les provinces, où on mettrait toutes les régies dans un même bâtiment. Et que les contribuables, lorsqu'ils arrivent, ils essaient de faire ces... Alors revenons à la gestion de la dépense. Gestion de la dépense. Il y a au moins 3 sous-composantes. Il y a le procédure d'exécution de la dépense publique, où le manuel de procédure a été rénové, mais il y a aussi le système d'information de la chaîne. C'est ce qu'on appelle la chaîne informatisée de la dépense. On a renforcé cette chaîne-là, et aujourd'hui, c'est le système de verrou qui est là pour essayer de rejeter tout le crédit qui sont en dépassement. Ça, on le fait, et on a réduit carrément le niveau de dépassement budgétaire parce qu'on était aux environs de plus ou moins 800% de dépassement, mais aujourd'hui, quand même, ça a été réduit par le fait qu'on a renforcé les circuits. Le deuxième sous-axe dans cet axe-là, c'est la maîtrise de la masse salariale. Aujourd'hui, avec l'accompagnement de la Banque mondiale, je veux revenir sur les rôles de partenaires. L'accompagnement de la Banque mondiale, on est en train de doter la fonction publique d'un fichier de référence pour éviter ce qu'on a connu avant, les doublons, les agents fictifs. Donc on est en train de nettoyer les fichiers des contribuables et ça aussi également, afin que les nombres de fonctionnaires soient maîtrisés et cela, ça a un impact sur l'enveloppe de salaire. Mais laissez-moi un peu douter parce que c'est presque devenu comme un slogan. Hein? Chaque ministre qui vient, que ce soit de la fonction publique, que ce soit du budget, que ce soit des finances, parle toujours des listes fictives, parle toujours des nettoyés. En tout cas, je ne sais pas avec quel savon on nettoie, mais en tout cas, l'habit est toujours sale. Il n'y a aucun ministre qui a dit qu'il a la maîtrise des effectifs de la fonction publique. Malgré, même les ministres qui viennent celui qui était là, il a fait beaucoup de travail, mais nous continuons toujours à avoir des problèmes comment je peux appeler ça, d'effectifs. Moi, je vous pose une autre question, parce que parmi les stratégies qui sont proposées, il semble que c'est parce que les ministères peuvent engager des agents que nous avons les surplus. Que les ministres, s'ils ont des besoins en termes de personnel, devraient par contre faire la demande à la fonction publique. Mais aujourd'hui, avec un arrêté ministériel, cet arrêté produit déjà des effets par rapport aux gens qui en sont bénéficiaires. Alors, comme vous êtes dans la réforme, je vous propose cette réflexion que j'ai eu à entendre plusieurs fois. Ne peut-on pas interdire aux ministres d'engager de nouvelles unités? Parce que ces gens-là, quand ils quittent, un autre vient, il en engage encore davantage. C'est la source de la saignée de la fonction publique, ce sont les ministères. Qu'est-ce que vous en pensez? Je veux vous dire sincèrement, aucun ministre, peut-être on a mal communiqué, aucun ministre sectoriel n'a le pouvoir
de signer un arrêté d'admission sous statut. Les seuls compétents en la matière, c'est le ministre de la fonction publique, qui signe un arrêté d'admission sous statut. Mais ce que le ministre sectoriel font, c'est de soumettre le besoin de recrutement au ministre de la fonction publique. Ces arrêtés qui sont signés, c'est vous qui m'apprenez, parce que personne ne sera payé. Et personne n'aura, celui qui émarge à l'arrêté d'un ministre ne peut pas être reconnu comme fonctionnaire. Parce que le seul acte qui confère à une personne la qualité de fonctionnaire, c'est l'arrêté d'admission sous statut signé par le ministre de la fonction publique. Mais le besoin est exprimé par le ministre sectoriel. Le seul acte qui sont posés par le ministre sectoriel, c'est la promotion en grade, pas promotion en grade, mais c'est le commissionnement. C'est-à-dire quelqu'un était chef de bureau, on peut les commissionner comme chef de division par son ministre sectoriel, mais que cela soit confirmé par un arrêté, soit un décret du Premier ministre pour les grades inférieurs et par une ordonnance du président lorsqu'on est directeur. Voilà, personne, aucun ministre ne peut signer pour admettre que quelqu'un va être payé. Parce que après qu'on ait signé l'arrêté d'admission sous statut, on doit mécaniser. Et c'est le rôle du ministère du Budget. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a les nouvelles unités qui sont pas mécanisées, qui ont l'arrêté du ministre de la fonction publique, mais qui ne sont pas budgétisés. Ils ne sont pas mécanisés. Mais c'est ça même le cœur de la réforme. Exactement. Alors qu'est-ce qui s'est fait dans ce domaine-là? Parce que c'est ça le désordre. Aujourd'hui, il y a des jeunes gens qui ont fait 7-8 ans, ils vont dans un ministère tous les jours, surtout par rapport aux services, à certains organismes qui sont liés au ministère. Budget annexe. Budget annexe, oui. Ils vont là-bas. Et il va passer tout son temps à aller chercher la mécanisation. Exact. Et quand même il a la mécanisation, il faudra aller avoir les statuts. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut fonctionner? La logique voudrait que lorsqu'on exprime le besoin par un ministère, il faudrait s'assurer que les postes budgétaires ont été ouverts pour la prise en charge budgétaire de tout ce que nous voulons admettre comme fonctionnaires. Malheureusement, parfois, il arrive dans la pratique que les gens soient admis sous statut, qu'ils aient des numéros matricules et que l'enveloppe budgétaire ne suit pas. Et c'est pourquoi il y a de nouvelles unités. Mais ce que j'ai vu avec l'actuel vice-premier ministre chargé de la fonction publique, il est en train de nettoyer, moi-même, je suis fonctionnaire. Nous sommes passés par l'identification et la remise d'une carte biométrique. Mais vous savez aussi qu'il y a des gens qui ont les matricules de l'État, mais qui ne vont jamais dans les bureaux. Qui sont mécanisés. Ça s'observe. Oui, mais qui ne travaillent pas. Ça s'observe. Donc, ils n'obéissent à aucun besoin dans un travail. C'est ça le rôle de doter la fonction publique ou l'administration publique d'un fichier nettoyé et ne retenir que par rapport aux besoins des services et non faire du copinage pour... voilà. Alors, toujours dans la gestion de la dépense, vous savez qu'il y a des gens qu'on appelait les Maboko Bank qui sont payés par les frais de fonctionnement. Est-ce que c'est de bon augure pour la qualité de la dépense? Parce que les frais de fonctionnement, ce n'est pas les salaires. Mais certains ministres, parce qu'il n'a plus les moyens de tirer de l'État ce qu'il faut, mais il a des gens qui travaillent pour lui, alors il prend une part des frais de fonctionnement, il en fait des salaires. L'objet de la réforme est surtout de digitaliser les fichiers de contribuables. Ça va résoudre ces problèmes. Mais à côté de ça, on a appris qu'il y aurait des gens qui touchent 2 ou 3 salaires. Oui. Il est à la fois fonctionnaire à l'agriculture, il est ceci, il est cela. Et j'ai vu quand je suis allé moi-même pour être identifié à la fonction publique, j'ai trouvé que ceux qui avaient 2, 3 numéros matricules ont été attrapés parce que je suis très proche de la direction qui est chargée de la base de données, la DBDR, que la Banque mondiale accompagne d'ailleurs dans les cas de projet encore. J'ai vu certaines personnes être bloquées par rapport à cela et choisir un seul ministère. Moi-même, j'avais par exemple 2 numéros matricules, finance, et je suis enseignant à l'université. Mais il fallait faire le choix. Mais j'ai choisi les finances
Et étant donné Ça que paye bien. l'enseignement c'est libéral, Oui. je préfère sacrifier le matricule pour ne pas être touché, pour ne pas toucher deux fois. Je suis resté aux finances et j'ai sacrifié l'enseignement. Et je peux continuer à donner cours Sans vous payer. non, sans être, non, sans avoir Sans deux une salaires carrière. de base. Ah, d'accord. Parce que c'est les salaires de base dont il est question. Mais les primes normales, je peux les toucher. On peut Oui. pas avoir deux salaires de base. Et tout ça, c'est de la réforme. Tout ceci, c'est la réforme. C'est ce que l'on attend de l'État. Exactement. Et je pense que vous avez agi par rapport à cela pour que la qualité de la dépense soit améliorée. Alors, évidemment, on parle beaucoup de la chaîne de la dépense, mais je me dis que une autre question, ce serait la bancarisation. Est-ce que c'est une décision politique ou bien la bancarisation que nous avons vécue a été le résultat d'une stratégie? Ça fait partie des réformes qu'il fallait mettre en place. Si oui, mais quel est le résultat de cette bancarisation? Vous savez, les gouvernements, il n'y a pas longtemps, si vous avez suivi les conseils de ministres extraordinaires de la semaine passée, il y a un projet de décret qui est adopté, qui fixe les procédures particulières de règlement des dépenses publiques et de paiement des dettes envers l'État. Et ce décret interdit tout paiement en espèces au guichet de la Banque centrale. C'est que tout doit être fait par le système bancaire, le virement bancaire. Même aujourd'hui, là, pour que nous allions en mission, à l'époque, on nous payait nos frais d'émission par un comptable à l'espèce. Aujourd'hui, pour payer les frais d'émission, vous devez donner votre compte bancaire. Oui, oui, et on vous paye, on met ça dans votre compte. C'est que la décision de bancariser est salutaire. Magnifique. Est salutaire, mais ce qui pose problème, ce n'est pas la mesure de bancariser, mais c'est les taux de couverture bancaire. Qui est très faible. Très faible, parce qu'il faudrait voir dans quelle mesure on va payer quelqu'un qui a Popoca Banca par banque. S'il n'y a pas un guichet, il n'a pas de compte bancaire, il faut que les gens aient cet esprit-là. Je ne peux pas comprendre au XXIe siècle que nous ayons quelqu'un qui n'a pas un compte, qui n'a pas un compte bancaire, et qui peut faire des paiements à l'espèce. Mais bon, vous savez, très peu de gens ont des comptes bancaires, parce que les banques dans notre pays, c'est des services stressants. Les banques n'accueillent pas bien les gens, surtout les gagnent peu. Ils sont très très mal accueillis. Les gens ont l'impression que pour être éligible à une banque, il faut avoir au moins un chiffre à 4, 5, 0. Donc les gens ne vont pas dans les banques parce que les banques estiment que les petits peuples-là n'ont pas droit à accéder aux banques. Ce qui n'est pas une bonne chose. Ça, c'est fondamental. Les services proposés par nos banques commerciales ne sont pas attrayants. Pas du tout. Alors que dans tout le pays du monde, un fonctionnaire a un compte. Mais quand vous allez en Europe, lorsque vous êtes fonctionnaire et que vous présentez à votre banque dans laquelle vous ouvrez un compte, que les contrats de travail, vous avez droit à crédit maison, crédit voiture. Alors, nous sommes les seuls où on continue à acheter tout en cash. Il faut, et quand vous allez dans le domaine commercial, regardez les taux. Les taux auxquels, quand vous voulez solliciter un emprunt, les taux d'intérêt. Exorbitants. Ces d'intérêt. banques-là ne sont pas faites pour aider les contrôler. Voilà. Et ça pose problème. Et c'est pourquoi aujourd'hui, le système bancaire n'est pas développé. Il faudrait quand même qu'il y ait une refonte complète de notre système bancaire. Et surtout, peut-être, c'est là l'intérêt aussi que demain, les trésors créent sa propre banque, la banque du trésor, qui va peut-être récolter les différents dépôts de faibles ou de fonctionnaires. Et ça peut aller comme dans d'autres pays où le trésor a sa propre banque. Avant de passer à un autre axe, je voudrais que vous puissiez résumer un tout petit peu quelle est, selon vous, la mesure phare pour la gestion de la dépense, celle qui a été prise, celle dont vous êtes vraiment heureux aujourd'hui et qui est en train de donner des résultats. La mesure qui a aujourd'hui réussi, comme vous le savez, dans les dépenses publiques, les gros des dépenses de l'État passent par le marché public. Et le marché public, quand il est marché, mais il aboutit au paiement comme dépense. On a apprécié l'intérêt de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui est lui-même venu lancer les travaux de la digitalisation des procédures de marché public. Aujourd'hui, on a doté, le gouvernement a pris une décision où les procédures de passation de marché devraient être informatisées à travers ce qu'on appelle système intégré de gestion
de marché public. Et nous sommes en train de doter toutes les cellules de gestion de projets et marchés dans le ministère de cet outil qui va vraiment permettre à ces cellules-là au ministère de bien exécuter leur marché, et tout le marché devrait passer par les procédures. Mais il y a aussi la compétence en matière d'exécution du budget, où la chaîne a été renforcée. Ça a permis de réduire de paiements hors chaîne, la plupart, certains, et les procédures ont été aussi renforcées. Ça fait quand même un intérêt pour le gouvernement. Mais par rapport aux dépenses en urgence, vous avez quand même... nous observons qu'il y a quand même une exagération. Nous passons de 5% tolérés à 23-24%. C'est quand même pas bon. Vous savez, ces débats, j'ai même sollicité. Nous sommes dans un groupe, nous sommes dans un groupe d'économistes, un groupe d'économistes. Il y a eu beaucoup d'échanges, beaucoup de débats. J'ai même sollicité qu'il y ait soit un séminaire, qu'il y ait soit une conférence débat sur la question. Parce que le ministère des Finances n'intervient qu'en aval du circuit de la dépense, en tant que ordonnateur du budget. Mais qui demande d'être payé en urgence? Les dossiers ne sont pas inventés aux finances. Les dossiers ne sont pas inventés au budget. Les dossiers viennent des sectoriels que préfèrent. Je vous donne seulement un cas. Je vous donne les ministères de sport. Les compétitions internationales, leurs dates sont connues. On sait qu'on a un match à jouer à l'extérieur. Mais pourquoi les dossiers doivent arriver la veille? La veille pour être payé. Et tout le monde veut être payé en urgence. Et la gestion budgétaire étant basée sur la caisse, on ne peut pas rencontrer tous les besoins. Il s'est fait donc un effet d'éviction dans la chaîne, la dépense. Ce qui est ne pas recommandé, c'est qu'on recourt de façon abusive, parce que l'urgence, les procédures d'urgence, c'est une exception de la procédure standard. Une dépense normale doit être engagée par le ministère concerné, liquidée par le budget, ordonnancée par les finances, être payée par la Banque centrale. Mais lorsqu'on reçoit des lettres qui viennent sectorielles pour être payées, on contourne la chaîne, on contourne les contrôles a priori de la chaîne, ça pose problème. Et je suis très content de la volonté du gouvernement qui lui-même, les ministres des Finances et du Budget, ont instruit pour développer un système d'information qui va commencer à bloquer tout ce qui est paiement d'urgence. Eux-mêmes, ils ont demandé ça. Ça fait 2 semaines. Et on a en tout cas, c'est pas trop tôt. C'est pas trop tôt parce que les paiements en urgence, tout ceci crée une atmosphère suspecte et on peut même penser qu'il y a anguille sous roche. Je reçois donc M. Godefroid Misenga dans le cadre du schéma critique et nous sommes en train d'examiner. Vous l'avez rendu compte, c'est des matières techniques, mais c'est des matières ardues, mais il faut y aller parce que c'est par rapport à la gestion des finances publiques que nous pouvons avoir des droits réels. Alors, un axe que nous allons aborder maintenant, c'est l'axe du renforcement du système comptable et je crois, et de la gestion de la trésorerie. Notre comptabilité, la comptabilité d'État, pour ceux qui ont un tout petit peu d'informations, on parle de la comptabilité nationale, on parle de OADA, on parle de beaucoup de systèmes, et finalement on ne sait pas, la comptabilité nationale, elle est aujourd'hui basée sur quoi? Et qu'est-ce que vous avez fait dans ces secteurs pour que nous ayons une réforme réussie? Comme vous le savez, en 2004, le gouvernement a signé une convention de caissier de l'État avec la Banque centrale. Et c'est la Banque centrale qui assure le paiement de la dépense. Les comptables n'interviennent pas. Parce qu'il y a 4 étapes dans le circuit de la dépense. Il y a l'engagement, il y a la liquidation, l'ordonnancement et les paiements. Le comptable ne fait que retirer l'argent une fois que la Banque centrale a débité les comptes généraux du Trésor. Les réformes que nous menons dans les systèmes comptables, on a d'abord actualisé le règlement général sur la comptabilité publique, comme je vous ai dit la fois passée, qui datait de l'époque coloniale,
en 2013, un nouveau règlement a été pris. Et ce nouveau règlement fait passer la comptabilité de la comptabilité budgétaire à une comptabilité en droit constaté. C'est-à-dire, aujourd'hui, la comptabilité budgétaire, c'est la comptabilité d'encaissement et de décaissement. C'est la comptabilité des caisses. Mais la comptabilité en droit constaté, c'est la comptabilité des obligations et des droits de l'État. L'obligation, c'est quoi? C'est toutes les dépenses qui doivent être payées, mais c'est toutes les dépenses qui ont été, pour lesquelles on a fait la liquidation, mais qui ne sont pas encore payées, qui sont en attente. Un fournisseur qui a livré, qui a besoin d'être payé, mais son dossier n'est pas encore ordonnancé, mais il est liquidé. C'est pour ça que vous parlez de droits et obligations. Donc, ouais. La comptabilité des droits et obligations, et je voulais même ajouter comptabilité patrimoniale, comptabilité générale. C'est quand même un progrès. Ouais, ça signifie que quelqu'un qui a livré, mais qui n'a pas encore été payé, mais la comptabilité reconnaît qu'on doit, quand on tient la comptabilité. Donc, les comptables demain, à part la simple comptabilité d'encaissement et de décaissement, il va tenir une comptabilité générale en droit constaté. Et ça, c'est une avancée majeure. Mais en même temps aussi, on a pris un autre décret, le gouvernement a pris un autre décret portant sur le plan comptable de l'État, avec les comptes comptables et ainsi de suite. Et enfin, on a organisé la fonction des comptables avec un décret sur le règlement d'administration applicable aux comptables publics. C'est dans ces décrets-là où on a presque donné les statuts de comptables. Qui doit être comptable? Comment on accède à la fonction de comptabilité? Comment on peut donner sa caution avant d'exercer? Comment on prête serment pour devenir comptable? C'est ces textes-là. Mais aussi, étant donné que les réformes ont remis les comptables pour exercer, devenant caissier et payeur, il fallait mettre en place les réseaux national de comptables publics. Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a signé l'arrêté créant les réseaux national de comptables publics. Et c'est sur ça que nous travaillons. Mais du côté trésorerie, la gestion de trésorerie, aujourd'hui, le gouvernement a adopté un décret instituant les comptes uniques du Trésor. On va donc passer de l'appellation compte général du Trésor à l'appellation compte unique du Trésor. C'est-à-dire un compte qui aurait à son sein un compte général, du budget général, budget annexe et comptes spéciaux, les sous-comptes à la Banque centrale et, le cas échéant, les sous-comptes au niveau des banques commerciales. Ça, c'est pour gérer la trésorerie. Mais aussi, dans les domaines de comptabilité, on a créé la direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, dont les animateurs ont été nommés, les principaux directeurs ont été nommés, les cadres et structures organiques de ces directions le décret a été signé. Il reste que cette fameuse direction soit déployée en province, parce qu'ils auront des bureaux en province qu'on a appelés de trésorerie, payerie provinciale. Dans chaque chef-lieu de province, et au niveau des communes et au niveau des ETD, il y aura des trésoreries, payeries urbaines, et au niveau de la ville, et au niveau des ETD rurales, il y aura des trésoreries, payeries territoriales. Donc on n'aura pas besoin qu'un gouverneur vienne squatter ici dans la capitale, en attendant qu'au ministère du budget, qu'on puisse liquider sa dépense. On n'aura pas besoin de tout ça. Tout ça peut être déjà directement payé à partir de la province. Vous savez, les provinces ont des compétences fiscales, des compétences financières exclusives. Les budgets des provinces, les finances des provinces sont distinctes des finances banque centrale. Mais lorsqu'on va mettre le bureau de comptabilité en province, qu'on a appelé les trésoreries, payeries provinciales, c'est pour, dans un premier temps, aider les provinces à exécuter leur budget. Je donne un exemple. Au lieu que les gouverneurs viennent à Kinshasa, les recettes à caractère national qu'on envoie dans les provinces, de la catégorie B, parce qu'il y en a deux, catégorie A et catégorie B, toutes les recettes de la douane qui n'ont pas d'identité géographique. Parce qu'on ne peut pas concevoir que les Bas-Congo, Matadi, disent « je dois prendre à la source les produits d'importation alors que les biens seront consommés au Kasaï ».
La loi qui organise les finances publiques a catégorisé les recettes à caractère national en 2 catégories. Catégorie B et catégorie A. Les recettes de la DGE, catégorie B. Les recettes de douane, catégorie A. Et toutes les recettes non fiscales dont l'ordonnancement est fait à Kinshasa, même si on a constaté dans les provinces, ça fait catégorie B. La totalité de ces recettes remonte dans les comptes généraux du Trésor et suivant les critères du point démographique et capacité contributive. La caisse de péréquation. Voilà, on retourne 40% dans les provinces et 10% pour la caisse nationale de péréquation. Alors, dans la réforme actuelle, que devient le concept de la rétrocession? Est-ce qu'il est maintenu dans son format ancien ou bien il subit aussi des changements? Alors, la loi, la Constitution ne parle pas de la rétrocession, parle de la retenue à la source. À la source de 40%. Voilà. C'est que quand on dit retenue à la source, cela veut dire que les différents services qui perçoivent l'impôt ou les droits doivent permettre aux provinces de retenir à la source avant de niveler les recettes collectées au compte général du Trésor. Mais la loi relative aux finances publiques a trouvé que, quelque part, il y avait des problèmes d'application de cette disposition constitutionnelle. C'est pourquoi on a dit, on a catégorisé. On a soupçonné Kinshasa de ne pas vouloir faire ça. Non, c'est difficile, je vous dis, parce qu'on ne peut pas retenir la source. Une province n'a pas de qualité pour le faire. Pourquoi? C'est la direction provinciale de la DGI qui collecte. La province n'est pas dans les circuits de perception. Comment elle va prendre la source? À la source. Et nous, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On retourne la totalité à Kinshasa et on reverse au niveau provincial. Mais catégorie A, c'est toutes les recettes qui sont collectées dans les chefs-lieux de province. Catégorie A. Une direction provinciale de la DGI, lorsqu'elle a collecté, les trésoriers payeurs provincial qui est là, reçoit la totalité dans son compte transitoire. Il prend de son compte transitoire 40%. Ce n'est pas monté à Kinshasa. 40%, il affecte au compte de la province. 60%, ça remonte à Kinshasa. Avant nivellement. C'est ça le principe de la retenue à la source. C'est ça le rôle même des trésoreries, payeries provinciales qui seront installées pour accompagner les provinces dans la collecte. Magnifique. En tout cas, on est pressé de voir ça parce que ça va stabiliser, ça va fluidifier la circulation des ressources en province. Nous n'avons pas beaucoup de temps, mais nous allons aller vite. Maintenant, on va aller vite. Mon cahier des charges est très très important. J'aurais voulu qu'on fasse tous les 8 axes. Alors, vous avez aussi dans le cadre le 4 mars, c'est le renforcement de contrôle des finances publiques, en parlant de l'IGF et de la Cour des comptes. Fondamentalement, qu'est-ce qui a changé? Vous avez renforcé en faisant quoi? La Cour des comptes existait toujours, la Cour des comptes dépend de l'Assemblée nationale, l'IGF dépend de la présidence. Qu'est-ce qui a été fait pour renforcer ces deux structures? D'abord, le niveau de contrôle doit se percevoir à 3 niveaux. Les contrôles doivent être perçus à 3 niveaux. Il y a les contrôles a priori, la dépense, qui est exercée par les contrôleurs budgétaires, qui sont affectés dans les différents ministères. On en parle souvent, vous allez continuer. Oui. Mais ça veut dire quoi, contrôle a priori? Contrôle a priori, c'est lorsqu'un ministre signe le bon d'engagement. Ouais. Les sous-gestionnaires le préparent. Avant que le dossier ne poursuive son chemin, il doit avoir le visa du contrôleur. Et c'est pourquoi on le met côte à côte. Toujours dans les bureaux, il y a le bureau du sous-gestionnaire à côté et les contrôleurs. C'est-à-dire, les contrôleurs vérifient est-ce que la dépense est légale, elle est régulière. Mais qui fait ça? C'est les contrôleurs budgétaires relevant du ministère du budget. Mais qui est affecté dans un ministère. Voilà. Okay. Une fois qu'il a donné son visa, le dossier va maintenant à la direction du contrôle budgétaire, où il y a toute une cellule. On fait un deuxième contrôle, a priori. Et une fois que ça passe toutes ces étapes-là, que le dossier maintenant peut être liquidé. S'il n'y a pas le crédit, le dossier est bloqué à ce niveau-là. Si on estime que le dossier n'a pas respecté les conditions requises, on bloque le dossier. C'est ça le rôle du contrôle a priori. Alors, dans ce contrôle a priori, qu'est-ce que vient faire l'IGF ici? Maintenant, l'IGF opère ce qu'on appelle un contrôle interne, administratif. Il n'est pas dans le contrôle a priori. Il fait un contrôle interne. Ça peut être
un contrôle concomitant où il vérifie. Il vérifie les dossiers de dépenses, tout comme il peut faire une mission d'audit des dépenses. C'est parmi les contrôles internes, parce que l'IGF est interne au gouvernement. En plus l'IGF peut auditer les comptables aussi. Mais maintenant, du côté contrôle externe, c'est là où il y a la Cour des comptes. Et nous avons suffisamment travaillé. La Cour des comptes n'était pas très outillée à l'époque. Et on a fait une réforme majeure en 2018 où la Cour des comptes a été dotée d'une nouvelle loi organique. Et le COREF a travaillé avec la Cour des comptes. Nous avons même impliqué certains députés et sénateurs. Je ne vais pas citer les noms ici. Nous sommes allés jusqu'à Matadi proposer cette loi. Et c'est cette loi aujourd'hui qui permet à la Cour des comptes d'être ce qu'elle est devenue. Et qui renforce même son indépendance. Il peut même, il a ouvert son premier procès. Exactement. Comptable, Et c'est aujourd'hui la Cour des comptes est dotée des animateurs qui ont été confirmés, de magistrats. Et je salue la collaboration entre les COREF et le premier président de la Cour des comptes, mais avec l'IGF, avec lequel nous travaillons pour améliorer les compétences et surtout la qualité du contrôle qui est exercé sur les finances publiques. En tout cas, au premier président de la Cour des comptes, nous félicitons aussi l'engagement parce que nous voyons quand même que non seulement les dernières communications de la Cour des comptes, surtout au niveau aussi du parquet, voulaient dire, par exemple, aux ministres qui sortent maintenant du gouvernement, de ne pas partir avec les biens de l'État, donc de ne pas partir avec les mobiliers, tout ça. Ça, c'est la Cour des comptes qui a levé cette option et qui a communiqué. C'est une bonne réforme, c'est une bonne chose parce que nous nous rappelons, il y a quelques années, un ministre était parti, même avec la moquette de son bureau, tout, lampadaire, lumière, tout, il est parti avec. Alors nous continuons cette... Il y a aussi les contrôles politiques, qu'on n'a pas abordé. Les contrôles politiques qui est exercé par les ECOFIN de deux chambres. Le COREF a travaillé avec les députés sénateurs. On a renforcé leurs capacités en matière de contrôle parlementaire. À l'époque même, l'année passée, je crois, j'ai conduit une forte délégation en France, à l'ENA, où on a pris 5 sénateurs, on a pris 5 députés nationaux et 5 députés provinciaux. Et on est allé en France, à l'ENA, École nationale d'administration, où on a partagé les expériences françaises en matière de contrôle parlementaire sur les finances publiques. Très bien. Alors, dans les cadres des réformes, il y a aussi le renforcement de la gouvernance financière en province. Je crois que c'est quand même un casse-tête. Nos provinces sont gérées et ce n'est pas une litote, sont gérées comme des biens sans maître. En tout cas, des biens appartenant à des dictateurs. Nos gouverneurs agissent sur les finances publiques sans aucune précaution. Qu'est-ce que vous avez pu faire dans ce domaine-là? J'ai eu la chance de parcourir toute la province, de discuter avec le ministre provincial, avec les gouverneurs. Et les constats qu'on a fait, parce que le COREF a pour mission d'accompagner aussi les provinces. Nous sommes une entité déconcentrée, mais nous travaillons jusqu'en province. Et on a constaté qu'en province, il n'y avait pas de procédure d'exécution du budget. C'est-à-dire, il n'y avait pas un circuit où on a des intervenants, où à la fois on a trouvé, dans certaines provinces, les gouverneurs étaient à la fois gestionnaires de crédit et ordonnateurs, alors que, du budget provincial. Alors qu'il a un ministre des Finances, il a un ministre provincial du budget. Mais ces deux ne jouaient pas pleinement leur rôle. Et les conseils qu'on a apportés, c'est de proposer aux provinces qu'elles aient au moins un circuit d'exécution de dépenses. On a trouvé aussi, il y avait absence de procédure de passation de marché. Les cellules ont été créées, certaines provinces ont créé même des directions provinciales, des contrôles de marché public, mais on a trouvé la pratique où on ne recourait pas aux services on ne sollicitait pas ces services-là.
et tout s'est passé par de gré à gré. Vous avez pu quand même faire bouger les lignes. Les lignes. Y a-t-il, Et on a élaboré un plan d'action. Oui. On a accompagné certaines provinces à mettre en place, on a doté les provinces d'un manuel de procédure d'exécution de dépenses. Mais aussi, les défis importants, c'était que les provinces, comme vous le savez, leur budget dépendait à plus ou moins 80% de ce qui doit venir du pouvoir central. Alors qu'ils ont une nomenclature, ils ont un potentiel fiscal. Les niveaux de recouvrement des recettes provinciales les niveaux étaient très faibles. Et on a permis à certaines provinces d'avoir un fichier des contribuables. Il y a certaines qui n'avaient pas de fichier. On a organisé les fichiers. Est-ce que vous, bon, évidemment, sans faire de la publicité, mais on doit quand même encourager ceux qui travaillent bien. Quelles sont les provinces où vous avez eu quand même à faire avancer les choses et vous êtes content aujourd'hui? Si vous avez en cité 3. Je peux vous dire, pour améliorer la gouvernance, tout dépend aussi de la volonté politique et de l'adhésion. On a accompagné la province du Nord Kivu à l'époque. Cette province a adhéré à la réforme. On a accompagné la province du Congo central. Cette province a adhéré à la réforme. On a accompagné la province du Kasaï, du Haut-Katanga. Du Haut-Katanga. Mais à l'époque, c'était sur le 26 provinces, le COREF avait accompagné plus ou moins 20 provinces. 20 sur 26. À part Grand Oriental, Maniema, je crois, mais toutes les autres ont été accompagnées. Et l'idée était quoi? L'idée était tout simplement de construire d'abord les fondamentaux. Chaîne de dépenses, chaîne de recettes, tenue de comptabilité aussi, et aussi améliorer la trésorerie. On a trouvé dans certaines provinces, alors que la loi dit, toutes les ressources de l'État, que ce soit pouvoir central ou province, doivent être logées dans un seul et unique compte. Mais on a vu dans certaines provinces, les comptes bancaires ouverts au nom de la province, même 80 comptes, 90 comptes pour une province. Conséquence, et il y a même certains comptes qui ne sont pas connus. Oui, et donc, certains comptes sont au nom du gouverneur en titre personnel. Voilà, donc tout ça, et petit à petit, nous sommes en train d'aller vers la normalité des choses, et je crois que certains provinces sont en train de... Alors, il ne nous reste pas beaucoup de minutes, mais nous avons beaucoup de questions à poser, alors nous allons essayer de... Vous allez encore indiquer, vous serez obligé dans quelques semaines de revenir pour une troisième série, parce que là, c'est des choses essentielles et nous voulons marquer cela. Alors, évidemment, vous allez très rapidement nous parler de la digitalisation, très rapidement, et de la transparence et la redevabilité, avant que je n'aborde la question sur les compétences au niveau du budget. Alors, digitalisation et traçabilité. Alors, les retours d'expérience qu'on a eu quand on a fait les tours de certains pays, soit africains ou au niveau européen, on a trouvé que les systèmes d'information dédiés aux finances publiques, c'est un système intégré. Mais chez nous, quand vous regardez tous les services qui interviennent dans la gestion des finances publiques, chacun a son applicatif. Vous allez côté recettes. À la DGI, il y a des applications différentes. Vous allez à la DGDA, il y a Sidonia qui est là, DGRAD à l'OGIRAD d'aujourd'hui, mais ces systèmes ne se parlent pas, ne sont pas interconnectés. Entre les différents régimes. Et on acquiert de technologies sans qu'il y ait un schéma directeur. Le gouvernement a travaillé pour remédier à tout cela. Le gouvernement a adopté ce qu'on appelait le plan d'orientation globale, qui est un document de stratégie qui présente la vision découlant du plan numérique national que le chef de l'État avait lancé à l'époque. C'était pour que, désormais, les systèmes d'information en matière de finances publiques soient un système intégré. Et nous sommes dans la démarche de mettre en place, comme on ne peut pas détruire ce qui est là, mais nous sommes en train de les connaître avec l'appui du gouvernement et de la Banque mondiale, on est en train de chercher l'acquisition d'un système intégré de gestion des finances publiques qui aura à son sein 3 modules principaux. Gestion budgétaire, gestion comptable et gestion trésorerie. Mais ce système-là il y aura des passerelles entre ces systèmes et celui de marché public, SIGMAP. Il y aura des passerelles avec les systèmes de recettes pour qu'en temps réel, nous puissions avoir quels sont les niveaux de recettes qu'on a encaissés, comment on exécute la dépense. Lorsqu'on fait la préparation du budget, cela doit se faire dans le cadre de système informatisé. Une fois qu'on va doter le gouvernement
de ce système-là, je crois que nos finances publiques devraient s'améliorer dans le cadre d'une gestion orthodoxe. Aujourd'hui, évidemment, la situation est telle que, vous l'avez dit, vous l'avez souligné, aujourd'hui vous avez des ministres sectoriels qui engagent la dépense. Cette dépense est liquidée au niveau du budget et le budget envoie aux finances ou aux ordonnances et puis la Banque centrale paye. C'est ça le système qui fonctionne jusqu'à maintenant. Ce système a montré ses limites, a montré ses problématiques et je ne veux pas revenir là-dessus. Dans le cadre de la réforme, quelles seront les nouvelles compétences? Les dispositifs ici vont bouger dans quel sens et avec quel résultat attendu? Quand vous regardez notre chaîne de la dépense aujourd'hui, elle se présente comme un entonnoir. Oui. C'est-à-dire, la chaîne reçoit un volume important de dossiers qui viennent des sectoriels qu'on a déjà engagés. Ça arrive au budget, on liquide. Ça arrive aux finances, où on gère la trésorerie. On ne sait pas faire passer tout. Les dossiers sont bloqués parce que les trous deviennent petits. L'entonnoir. L'entonnoir. Pourquoi? Parce que la gestion est sur basse caisse. La meilleure réforme, c'est que lorsque il n'y a pas de trésorerie, il n'y a pas d'engagement. On ne peut pas engager l'État. Là où il n'y a pas de moyens. Voilà. Quand il n'y a pas de moyens, il ne faut pas engager l'État. L'engagement juridique, la dépense, lorsqu'on passe les bons de commande, il ne faudrait pas que l'État devienne débiteur en liquidant la dépense. La liquidation qui signifie certifier les services faits et arrêter le montant définitif de la dépense. Parce que si vous liquidez et qu'il n'y a pas l'argent, ça devient un arriéré budgétaire. Il faut donc arrêter. C'est pourquoi le décret portant gouvernance budgétaire a proposé à l'intérieur qu'il y ait à certains moments, lorsqu'il y a tension de trésorerie, qu'il y ait gel de crédit. Que le ministre du budget signe un arrêté de gel adressé aux sectoriels, de leur dire nous avons un problème. Les échéances fiscales n'ont pas permis à ce que nous ayons la trésorerie. N'engagez pas, voilà par exemple 20% de vos crédits. On peut geler les crédits à un certain moment. C'est pour éviter que les dossiers soient bloqués. C'est une idée ou un projet ou une décision? Non, c'est déjà des décrets signés. Ce n'est pas une idée. Okay. C'est dans les décrets signés. Mais aussi, on doit veiller sur la cohérence des outils de décision, qui sont notamment le plan d'engagement budgétaire et le plan trésorerie. Il faudrait que ce qui est prévu dans les engagements soit cohérent au plan trésorerie. Et ce que vous venez de dire là, c'est en attendant que nous ayons le budget programme. Non, 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 ça s'est fait déjà. C'est maintenant. C'est maintenant, pas le budget programme. Ah, donc ça signifie que aujourd'hui... Non, non, c'est aujourd'hui là, okay. Déjà, on n'interdit pas, le décret ayant été signé, on n'interdit pas à son Excellence, Monsieur le ministre du Budget, de commencer dès l'année prochaine, de proposer des arrêtés de gel de crédit lorsque il a l'information selon laquelle la trésorerie ne suit pas. Comme vous le savez, il y a toujours un décalage entre le paiement des dépenses et les rentrées fiscales. Vous avez des dépenses aujourd'hui, alors que les échéances fiscales sont attendues à la fin du mois, il faut payer la dépense. Donc tout ça, c'est cette cohérence sur laquelle on devrait veiller entre les trois instruments. Le plan d'engagement, le plan de trésorerie et le plan de passation de marché. Magnifique. Nous allons terminer cette émission avec une dernière question. C'est justement le rôle des partenaires. Tout ce que vous faites là, vous le faites en vase clos ou vous le faites avec l'appui des partenaires? Nous devons saluer ici que les efforts du gouvernement sont fortement accompagnés par les appuis de partenaires. Que ce soit des appuis techniques ou des appuis financiers. Parce que nous sommes dans les domaines de la gouvernance dans notre pays. Je veux épingler ici, je vais citer ici l'appui majeur de la Banque mondiale au travers du projet d'amélioration du recouvrement des recettes et gestion de la dépense, qu'on appelle le projet encore, dont l'unité fiduciaire et les COREF. C'est un projet financé par la Banque mondiale. Et c'est un projet dont l'évaluation de la performance est faite sur 4 conditions. On doit, par exemple, les fonds nous disent qu'il faut déconcentrer l'ordonnancement, il faut améliorer les fichiers de fonctionnaires, il faut mettre en place un système intégré de marché public, mais aussi il faut améliorer
il faut fixer des bons critères de transfert des revenus en province. Je salue l'engagement de la Banque mondiale à travers notre chargée de projet, Madame Rosa, avec qui parfois nous passons des nuits entières pour faire aboutir les projets, mais aussi sous la coordination de M. Zefak Albert, qui est le directeur des opérations de la Banque mondiale, par rapport au suivi, parce que ce projet-là est en train d'aider le gouvernement dans tous les domaines pour que la gouvernance soit suffisamment améliorée. Merci. Mais aussi il y a le Fonds monétaire qui fait l'assistance technique. Ok, merci beaucoup, M. Misenga Godefroy. Vous avez certainement fait la part belle parce que vous nous avez donné beaucoup d'infos aujourd'hui, supplémentaires à ce qui a été fait. Mais vous vous rendez bien compte que nous allons ne pas vous lécher, nous allons vous suivre régulièrement parce que nous estimons que tous les décrets qui ont été signés devraient être rendus publics et que non seulement les concernés devraient les savoir, mais surtout l'opinion publique doit savoir où se situe la gestion de finances publiques. Merci donc d'avoir été encore avec nous. Je vous reprends certainement dans quelques semaines pour pouvoir aller sur une troisième émission parce que nous devons, et nous le sentons, tout n'a pas été dit, même si beaucoup a été donné aujourd'hui. En tout cas, je voulais aussi vous remercier parce que la population doit être au courant des efforts du gouvernement. Ce que nous sommes en train de réaliser, ce n'était pas le cas hier. On doit saluer cela. Aujourd'hui, on parle de la gratuité de l'enseignement. Ce sont des réformes des finances publiques. Aujourd'hui, on parle de la gratuité de la maternité. Ce sont des réformes des finances publiques. Donc, si on n'a pas de moyens, on parle de financement des élections. C'est aussi des réformes. Parce que pour financer tout ça, il faut dégager un espace budgétaire. Et on le fait. Ces efforts ne sont pas connus du public, mais aujourd'hui, nous pouvons saluer le progrès. Et un jour, les rêves que nous caressons demain, c'est pour que toutes ces réformes que nous menons conduisent le pays à son émergence, soit à l'horizon 2030 ou 2035 et à son développement à l'horizon 2050. Merci, merci beaucoup. Merci aussi, amis téléspectateurs. C'est la fin de Chemin Critique de ce soir. Vous avez été nombreux à nous suivre. Vous êtes sur notre page Facebook. Vous avez suivi cette émission sur YouTube. N'hésitez pas, la réflexion a commencé. Vos pensées sur les finances publiques intéressent au plus haut point les dirigeants. N'hésitez pas, les idées géniales parfois viennent quand on n'y pense même pas. Mesdames et messieurs, merci et à la prochaine.